Baptiste et je suis hydromorphologue, et donc je m'intéresse à la température plutôt dans sa dimension spatiale et comment est-ce qu'on peut l'utiliser comme un marqueur ou un traceur d'un bon ou moins bon fonctionnement hydromorphologique des rivières. Et pour ce faire, bon, on en a déjà eu un petit aperçu tout à l'heure, mais les rivières n'ont pas la même température partout. Ce concept de température qui augmente de l'amont vers l'aval n'est pas toujours observé en réalité pour de multiples raisons. Et notamment parce que sur les cours d'eau, on observe une grande diversité d'échanges entre les eaux de surface, les eaux de surface et les eaux de profondeur. Également une variété de formes et de processus physiques qui vont interagir pour contrôler la température. Et donc on peut utiliser cette mesure de la température dans sa dimension spatiale pour essayer de comprendre la diversité de ces échanges et les facteurs physiques qui vont les contrôler. Donc ça, moi, c'est ce qui m'intéresse, notamment parce que, on l'a vu, la température est sensible aux altérations physiques et puis forcément au changement climatique. Pour pouvoir étudier la température dans sa dimension spatiale, on utilise des outils de télédétection qu'on appelle IRT pour infrarouge thermique. Ici, le A, c'est pour aéroporté, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec des images satellites, mais plutôt avec des images qu'on acquiert nous-mêmes, principalement en ULM ou en hélicoptère, qui nous permettent de travailler à de larges échelles. On échantillonne entre 50 et 100 km de rivière, avec une bonne résolution et une bonne précision des images. Le principe est relativement simple, c'est d'embarquer sur un vecteur à la fois une caméra thermique et puis du coup un appareil photo plus classique pour pouvoir à la fois obtenir des images thermiques, des photos classiques. Les images thermiques, elles ont besoin d'être calibrées parce qu'il y a parfois une différence entre ce qu'on observe sur les images et la température réelle de l'eau. Donc on fait une simple calibration empirique en mettant des thermomètres dans l'eau pour vérifier et valider que ce qu'on mesure avec les images est bien la température. Et puis on obtient deux grands produits, on va dire, classiques. Un profil longitudinal de température de l'amont vers l'aval, et puis un recensement et une identification des différentes taches d'eau froide qui vont apparaître plus froides que la température moyenne de l'eau en été, qui vont du coup être un marqueur de ces échanges avec les eaux de subsurface ou de profondeur, ou à l'inverse, si on fait le même type de mission en hiver, des taches d'eau qui vont apparaître plus chaudes au milieu d'une masse d'eau plus fraîche. Donc concrètement, à quoi ça ressemble une image thermique? Donc là, c'est un exemple sur le Drac, qui est une rivière entresse des Hautes-Alpes, où on est capable de mesurer à la fois une différence de température longitudinale, donc là uniquement sur quelques centaines de mètres, mais aussi une grande diversité de température latérale du fait d'échanges avec la zone hyporéique, avec des apports de nappe, avec des échanges avec la zone alluviale, notamment. Quelques illustrations, quelques exemples d'études qu'on a pu faire avec l'utilisation de cet outil à des fins de diagnostic hydromorphologique. Premier exemple sur des cours d'eau des cours d'eau agricoles avec des problématiques de présence de seuil, absence d'ombrage et puis une diversité aussi de connectivité avec la nappe qui est un petit peu un marqueur historique des travaux de recalibrage qu'il y a pu y avoir par le passé. Donc dans la plaine de la Bresse, qui est dans le bassin de la Saône, où on a pu observer, donc, comme je disais, il y avait énormément de seuils sur la plupart de ces cours d'eau, avec une forme de déstructuration longitudinale du profil de température, en fait, avec des changements assez brutaux de température lorsqu'on regarde le profil de l'amont vers l'aval, qui sont principalement dus à des phénomènes de stratification en fait, à l'amont de ces seuils, des stratifications qui peuvent être mises en place uniquement sur un cycle journalier. On va avoir une augmentation de la température à la surface de plus de 2, 3, 4, voire 5 degrés dans la retenue. Cette stratification elle va disparaître spatialement au passage du seuil, en fait, donc la température l'eau va être complètement mélangée, donc on va avoir une baisse de la température. Et puis temporellement, comme on voit sur le graphique, la température peut revenir à son état d'origine au cours de la nuit et recommencer en fait un cycle comme ça au cours du temps. En revanche, tous les seuils n'ont pas le même effet sur cette problématique de stratification et donc d'échauffement de surface. Ça va dépendre à la fois du type de structure, mais surtout de la façon dont il est géré et de l'entretien.
On voit qu'il y a pas mal de seuils qui sont aujourd'hui complètement abandonnés. S'ils sont abandonnés et cassés, ils vont avoir un effet relativement neutre. S'ils sont abandonnés mais bien en place, ils vont avoir des effets potentiellement plus importants. Et puis, l'effet d'échauffement créé par ces seuils va modifier la façon dont l'ombrage va être capable d'atténuer les pics de température. Plus une rivière va être équipée de seuils et donc hydrauliquement aménagée, plus l'ombrage va être important pour réduire les pics de température, mais il ne va jamais être capable d'atténuer complètement l'effet que ces seuils ont sur la température. Et là encore, le degré de connectivité avec la nappe, qui reflète en partie l'état de recalibrage du cours d'eau, est aussi très important à prendre en compte. On a pu regarder aussi les effets que les barrages pouvaient avoir sur la température, donc là, dimension un petit peu plus large, ici sur une rivière du bassin de la Loire qui s'appelle l'Arroux, où en comparant le profil de température avec le profil de pente, qui en fait reflète la présence des ouvrages, on voit aussi là un fort phénomène de rupture de ce profil longitudinal de température au droit de ces ouvrages. Et puis également une dégradation des échanges qu'il peut y avoir entre les eaux de surface et les eaux de subsurface. Et là, notamment ici, on est en aval d'un barrage sur le Pêche, où donc la zone grisée c'est le barrage. En aval du barrage, on n'observe aucune connectivité avec la nappe, parce que la nappe a tout simplement été complètement barrée par le barrage. On a quelques échanges qui se font à la surface. Donc c'est toutes les petites taches qui sont vertes et jaunes, qui sont des petits échanges, on va dire, hyporéiques de recyclage local des eaux de surface. Mais aucune connectivité plus froide et plus profonde avec la nappe qui a disparu. Et qu'on récupère en fait au niveau de l'affluent suivant, le trait vertical qu'on voit sur le graphique. On a pu aussi utiliser la méthode et l'outil avec une approche, on va dire, plus multi-outils pour travailler sur des effets notamment du colmatage ou du colmatage potentiel des cours d'eau. Ici, c'est les travaux de thèse de Théo Bulto sur la Garonne, où il a mis en place un suivi, on va dire, classique de la mesure du taux de sédiments fins en fait, stockés dans la matrice sédimentaire. Et puis, un survol pour imager les échanges hyporéiques qui pouvaient avoir lieu sur l'ensemble de la rivière pour voir si la présence de ces sédiments fins dans la matrice, et notamment sur le cas de la Garonne, des sables, pouvait avoir un effet sur le colmatage. Le colmatage étant pas uniquement la présence de fines dans la matrice sédimentaire, mais le fait que ces sédiments vont empêcher les échanges verticaux. Et ce qu'on a pu observer, c'est que certes, donc, il y a une très forte dynamique sédimentaire sur cette rivière-là, mais la présence de ces sables n'empêche pas d'avoir des échanges hyporéiques, n'empêche pas d'avoir un système relativement fonctionnel, et donc le taux brut de matière stockée dans les sédiments n'est pas forcément un bon proxy pour cette question de colmatage, d'où l'importance d'avoir des méthodes multi-outils pour multiplier les approches. Alors, on a pu aussi utiliser la méthode pour regarder les effets de la restauration, donc ici c'est sur le Drac, à Mont, dans les Hautes-Alpes, où il y a eu un gros travail de recharge sédimentaire avec élargissement de la bande active et puis recréation de tresses qui avaient disparu. On a regardé un site, on va dire, en bon état, avec une tresse plutôt naturelle, qui est ici en bleu, comparé avec le site qui avait été restauré du coup à l'aval, ici en rouge, en regardant à la fois le profil de température qui nous donne une idée du gradient thermique et puis la diversité de toutes ces taches froides qu'on peut observer sur les images. On voit qu'il y a une différence entre le secteur de contrôle plutôt naturel et le secteur qui a été restauré. Pour plusieurs raisons, notamment du fait d'un manque de connectivité du coup avec la nappe, la présence de structures latérales qui n'ont pas été correctement reconnectées avec la rivière, et puis surtout un système qui a été surélargi, avec une masse d'eau très fine, donc plus sensible à la chauffée. Et du coup, on a voulu regarder aussi si on pouvait avoir une approche un peu rétrospective, voir dans le passé comment était le système à l'époque, en sachant qu'on n'avait pas d'image thermique du passé. Donc on a utilisé des proxys hydromorphologiques pour pouvoir faire le lien entre la diversité des structures thermiques qu'on observe aujourd'hui et la diversité des structures morphologiques. Et sur la base de ces structures morphologiques, utiliser des images d'archives
et regarder comment ces structures ont pu évoluer pour recréer la trajectoire en fait, du système. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, par exemple, sur le système qui a été restauré ici, on a recréé un système en tresse, mais avec un taux de tressage et avec une largeur de ces tresses qui n'a rien à voir avec ce qu'elles ont pu être au cours des 60 dernières années. Donc là, une remise en perspective de l'action de restauration qui a été mise en place, qui paraît un petit peu décalée avec ce qui aurait pu être observé sur les images. Enfin, je vais faire un rapide lien avec les collègues écologues, mais ça, Steve va en reparler bien plus en détail juste après. L'avantage de l'outil, c'est que ça nous permet de cartographier à large échelle et avec une bonne précision tous ces différents habitats thermiques qui peuvent ensuite avoir une application biologique. Donc là, c'est un exemple de cas qui a été fait sur les rivières en Suisse. On a essayé de faire le lien entre la diversité des habitats thermiques observés avec ces images et puis un suivi de piscicoles sur l'ombre commun qui a duré plusieurs années. Donc on est capable à la fois de dessiner ce genre de proportion d'habitats thermiques et d'identifier ceux qui paraissent intéressants pour notre espèce en particulier. Et puis de faire le lien, le croisement avec les données biologiques. Donc ici c'était sur l'ombre commun avec des comptages. L'avantage qu'on a ici, c'est qu'on a le même type. On a deux jeux de données qui sont spatialement distribués, en fait un comptage en plongée qui a été fait de l'amont vers l'aval des différentes populations et tailles de poissons, avec du coup, sans apporter des réponses définitives, mais qui permet de soulever quelques questions. Est-ce que finalement, cette structure thermique qu'on observe sur la rivière en période vraiment la plus chaude, avec une augmentation très forte ici au niveau du kilomètre 6, avec des enjeux particuliers notamment, mais est-ce que cette structuration thermique de la rivière, elle n'a pas elle aussi un effet structurant sur la population de poissons à l'échelle annuelle, avec en plus une problématique sur cette rivière, c'est que le nombre de poissons est en train de diminuer drastiquement. Et enfin, dernière petite ouverture sur des aspects plutôt écologiques. Un projet qui est en cours actuellement avec des collègues du LENA notamment, pour essayer de faire le lien entre le stress hydrique des arbres, donc le manque d'eau de la forêt alluviale, qu'on peut mesurer à l'échelle de l'arbre, avec des méthodes, on va dire, un peu classiques en écophysio, et puis faire le même type de mesure, nous, avec nos approches de télédétection, pour pouvoir faire le lien entre les deux et éventuellement arriver à déterminer à l'échelle du corridor les secteurs qui sont les plus à même d'être en état de stress hydrique et éventuellement faire le lien après avec différents scénarios de débit ou de changement des températures. Donc rapide conclusion à la fois sur l'approche de l'utilisation de la température comme marqueur et puis sur l'outil. La température, quand on l'observe dans sa dimension spatiale avec une résolution assez fine, on est capable de caractériser ces échanges entre haute surface et puis haute profondeur du fait des différences de température entre ces différentes zones. Ça nous permet d'identifier des dysfonctionnements et d'essayer de creuser la question de pourquoi est-ce qu'on observe ces dysfonctionnements morphologiques. Et puis, la température étant elle-même sensible aux altérations et aux changements climatiques, ça permet d'avoir des approches d'ouverture aussi sur voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer à l'avenir, notamment quand on parle des refuges thermiques, etc. Et puis l'outil, il permet quand même d'avoir un produit, donc ces cartographies de température, qui permettent de faire le lien avec des habitats thermiques qu'on peut spécifier, qu'on peut adapter en fonction des espèces auxquelles on s'intéresse, qui permettent de faire des approches multi-outils ou confirmatoires sur des processus un peu plus complexes, comme l'exemple des colmatage que j'ai pu montrer, et puis qui permet aussi d'avoir des approches globales, donc pas uniquement s'intéresser à un compartiment comme l'habitat thermique, mais aussi s'étendre à l'ensemble du système alluvial, notamment de sa forêt. Merci de m'avoir écouté.